L'AIEA fait des contrôles de toutes les installations nucléaires dans le monde, et pour le moment, ces contrôles utilisent des techniques très simples, comme passer un Kleenex sur les murs et analyser la poussière qui est récoltée sur le Kleenex pour voir si la composition isotopique de ces poussières n'a pas été modifiée. Mais c'est extrêmement lourd. Et donc, elle est en train de commencer à réfléchir à est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens plus nouveaux, plus simples, enfin, quand je dis plus simples, peut-être plus automatiques, disons, qui lui permettraient de faire la même mission. Et donc, à l'automne dernier, elle a demandé à des experts de la physique des neutrinos de réfléchir avec elle aux possibilités que des détecteurs de neutrinos offraient pour remplir cette mission, en étant conscient que c'était des choses un petit peu futuristes, mais qui peut-être pouvaient être utiles et applicables dans cette application. Il faut bien voir que l'AIEA, si cette technique de comptage des neutrinos se révèle utile à sa mission, a le pouvoir de dire toute centrale nucléaire qui sera construite dorénavant dans le monde devra être équipée de série d'un détecteur antineutrino pour remplir cette mission de contrôle. Alors, il s'est trouvé que l'AIEA a fait un appel général à travers toute la planète aux physiciens pour leur demander de mettre leurs compétences et leur intelligence au service-là. Nous, à l'APC, on était en train de construire une expérience à chaud auprès de la centrale nucléaire très puissante dans les Ardennes. Et on s'est dit que les mesures qu'on allait faire allaient être les mesures les plus précises des neutrinos émis par ces centrales et donc permettraient de répondre à cette question de l'AIEA d'une manière très quantitative. Alors, une centrale nucléaire brûle de l'uranium-235 et d'autres isotopes. L'uranium-235, quand il fissionne, produit un certain nombre de produits de fission instables qui se désintègrent plus ou moins rapidement en émettant des antineutrinos. Mais au même moment, dans la centrale, l'autre isotope de l'uranium qui n'est pas fissile capture des neutrons, se transforme en plutonium-239, qui, lui, à son tour, est fissile, et donc une centrale nucléaire, au bout d'un certain temps, de quelques semaines, produit de l'énergie à la fois en brûlant de l'uranium-235 et en brûlant le plutonium-239 qu'elle vient juste de fabriquer. Il se trouve que quand le plutonium-239 se fissionne, à nouveau il y a des produits de fission, différents de ceux de l'uranium-235, et les neutrinos qui résultent de la désintégration de ces produits de fission sont moins nombreux que ceux de l'uranium-235 et un peu moins énergiques, d'où la possibilité de les distinguer. Pour l'instant, à chaud, il y a d'abord deux réacteurs les plus puissants qui existent sur la planète. Il se trouve que c'est le type qui a été construit à l'époque est le plus puissant. À 1 kilomètre, il y a un laboratoire souterrain qui a été construit pour la première expérience de chaud, dans lequel on souhaiterait pouvoir se réinstaller. Et pour les buts de l'expérience qu'on veut faire et pour répondre à la question de l'AIEA, on voudrait construire un autre détecteur semblable à celui qui serait à 1 km mais beaucoup plus près, à environ 150 mètres. Et ce détecteur aurait la capacité de détecter les neutrinos en très très grand nombre, plusieurs milliers par heure, provenant des centrales, et donc d'étudier très très précisément ce spectre de neutrinos émis par ces centrales nucléaires quand elles fonctionnent. Pour
Pour répondre aux besoins de l'AIEA, l'idée c'est de construire un détecteur assez proche, mais à l'extérieur néanmoins de la centrale, donc typiquement 50-100 mètres au grand maximum. Et donc c'est un détecteur qui va avoir une taille typiquement d'une dizaine de mètres de côté, un cylindre d'une dizaine de mètres de côté à peu près. Le flux d'antineutrinos décroît comme l'inverse du carré de la distance, donc plus on est loin, moins il est important, et donc plus il faut construire des détecteurs très gros. Donc on peut imaginer, pour d'autres applications, mais qui intéressent également l'AIEA, de construire des détecteurs gigantesques, néanmoins qui ont déjà été construits, et qu'on pourrait mettre à plusieurs dizaines de kilomètres de l'endroit qu'on veut contrôler. Quand je dis plusieurs dizaines de kilomètres, c'est même plutôt plusieurs centaines de kilomètres, par exemple. On peut, pour prendre un exemple concret, si on souhaitait contrôler les activités nucléaires secrètes de la Corée du Nord, envisager d'immerger un détecteur de quelque chose comme une sphère de 20 mètres de diamètre, fonctionnant sur le même principe, et en le déplaçant, en le mettant à 2 ou 3 endroits, on saurait si la Corée commence à faire fonctionner une centrale nucléaire, évidemment secrète, sous terre, indétectable par d'autres moyens. Le même principe de détection permet de détecter autre chose, par exemple les sous-marins nucléaires. Alors, un sous-marin nucléaire a une centrale nucléaire qui produit son énergie. Elle est d'une puissance beaucoup plus faible que celle de Chaux, par exemple, et typiquement, autant qu'on puisse le savoir, 10 fois plus faible. Néanmoins, avec un détecteur là beaucoup plus grand, quelque chose comme un détecteur qui ferait 300 mètres, un cube de 300 mètres de côté, toujours sous la mer, judicieusement placé, par exemple, à la sortie de la rade de Brest, pour citer un exemple concret, il serait capable de voir tout sous-marin nucléaire inamical dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Le signal qu'il enregistrerait permettrait de dire sa vitesse, l'endroit où il est, et donc ça peut intéresser effectivement certaines catégories de militaires. Ça offre un moyen de détection au-delà des sonars classiques, par exemple. C'est des retombées tout à fait inattendues de la physique des neutrinos, mais c'est des retombées complètement directes de la physique des neutrinos, en ce sens que ces idées-là, qui sont relativement simples pour un physicien des neutrinos, n'auraient pas pu être envisagées il y a quelques années, quand on ne savait pas précisément comment les neutrinos oscillaient quand ils étaient, entre le moment où ils étaient produits et le moment où ils étaient détectés. C'est simplement depuis quelques années, depuis 2-3 ans, qu'on commence à bien cerner ce phénomène, à bien l'évaluer quantitativement, et que donc ce type d'application peut être envisagé. C'est donc une retombée vraiment directe de la physique fondamentale. Dans le cas de la non-prolifération, c'est vraiment l'étude des propriétés des neutrinos qui permet aujourd'hui de leur faire jouer ce rôle de société pour contrôler les choses dangereuses.